suis un peu petite là derrière cette tribune, mais enfin je pense que ça va aller. Donc d'abord la présentation de la journée d'aujourd'hui. Donc 10 ans après la première journée qu'on avait organisée, notamment avec Monsieur Ota, 10 jours après une soirée Hikikomori à Nagoya organisée par le professeur Suzuki, Dr Benamou et le professeur Deluca. Aujourd'hui, on vient de le voir, le thème est très médiatisé, donc, enfin, heureusement, je dirais médiatisé. On a organisé la journée donc avec ces enseignements internationaux. On va nous parler de la visite à domicile et des aspects sociaux au Japon, de la psychopathologie du corps en Italie, Monsieur Piotti, des enseignements littéraires, n'est-ce pas, Maurice, pour Pérec, Kafka, Beckett, des enseignements sociologiques et bien sûr, et je ne cesserai de le dire, l'enseignement par les familles. Vraiment, je dis enseignement. Les propositions thérapeutiques, puisque c'est aussi notre but, vont être recentrées dans la table ronde de cet après-midi. Et puis, je voulais vous faire ce petit clin d'œil d'actualité que je trouve quand même très étonnant au programme de l'agrégation de lettres modernes, aujourd'hui, solitude et communauté, en 2019. C'est quand même au cœur de notre sujet. Alors là, repli, retrait social ou hikikomori, un défi pour la psychiatrie, c'est le thème que j'ai choisi avec ce plan que je vous annonce. Et dans la mesure où le professeur Suzuki et Madame Isadome vont beaucoup parler du Japon, moi je vais plutôt employer des termes français, donc vous allez voir. Alors en introduction, en fait, ce problème est venu, il faut bien le dire, par l'inquiétude et la médiatisation des conduites de retrait des jeunes japonais, donc appelés hikikomori, qu'on a considérés comme au carrefour du psychologique, du social et du comportemental. Aujourd'hui, la question est mondiale. Est-ce que c'est une forme de transition à l'âge adulte? On l'a déjà dit. Quel est le poids de la psychopathologie? C'est une question. Il y a souvent un refus d'un diagnostic psychiatrique, à bon escient ou à mauvais escient. Et aujourd'hui, mondialement, l'intérêt pour le vieillissement de ces gens qui s'enferment. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'entre les justes considérations sociologiques que Maya développera tout à l'heure et les stratégies de refuge ou de révolte d'une adolescence qui ne sait pas se dire, au premier plan, un dessaisissement des moyens développementaux, un autosabotage, et c'est là-dessus qu'on va être d'accord. Donc notre présentation provient de publications diverses, j'ai mis quelques références au fil de l'eau, des témoignages de jeunes recueillis en psychothérapie, et puis bien sûr le travail et la coexistence du travail avec les familles. Alors donc, je ne vais pas parler d'hikikomori, je vais parler de claustration. Donc l'historique de la claustration en France est ancien, avec très anciennement le souci du diagnostic et très anciennement aussi la proposition de visite à domicile. Le premier article en 1953 de Guéral, un article remarquable, s'appelle « La claustration à domicile ». Alors, 1953, on est encore dans une grande période asilaire, donc le diagnostic de schizophrénie est souvent évoqué. Ça n'empêche que Guéral parle déjà d'un conflit entre le malade et le monde, d'un conflit original entre le malade et le monde, avec ce refus permanent de voir le médecin, ce qui n'est pas obligatoirement le problème du schizophrène. Et il dit, c'est toujours le témoin d'une désadaptation grave liée à une régression mentale profonde et à un dynamisme antisocial puissant. Donc, vous voyez bien que c'est plutôt dimensionnel que dans le registre d'une catégorie. En 1975, Lyoté publie un cas de claustration chez un psychotique à la Société médico-psychologique, et là aussi, il met en doute le diagnostic de schizophrénie. La discussion ensuite valorise l'idée d'une identification parentale transgénérationnelle. Qu'est-ce qu'il y a? Juste pour agrandir. Ça, on voit pas bien? Non, très bien. Vous embêtez pas. Non, c'est là. Là. Diaporama, à partir de la diapositive actuelle. Diaporama. Non, allez-y. C'est la pause. Eh ben, il m'a pas. Non, c'est là.
Bon, tant pis, je continue. Hein. Alors, les claustrations, c'est un mémoire et une thèse fait par Lebeau en 1984 qui parle de 22 cas. Et donc, en 1984, il parle de le seul abord possible par la visite à domicile. Il évoque la sévérité du diagnostic et il évoque un thème que je trouve assez intéressant sur le plan psychopathologique, c'est-à-dire la séquestration par autrui. Bien sûr, ce n'est pas être enfermé avec des clés, mais ce vécu qu'ont les patients qui s'enferment d'être séquestrés, que j'ai entendu quand même à de nombreuses reprises. Alors, c'est encore plus petit, je crois, mais enfin, ça fait rien. En 1984, Philippe Jamet, que beaucoup d'entre nous connaissent, décrit de façon visionnaire les conduites de retrait à l'adolescence. C'est pire que tout à l'heure, hein? Non, c'est mieux? Ah bon, bah tant mieux, alors tant mieux, j'ai rien dit. Donc, il décrit depuis 20 à 30 ans une pathologie du retrait. Donc, 1984, hein, enfin vraiment, c'est extraordinaire. Avec des paradoxes, n'est-ce pas, qui nous entraînent bien à ce défi dont on parle, de la psychiatrie, donc passivité active, non-agir soutenu, parfois violemment défendu, désinvestissement affiché, avec ou non des troubles catégoriels, c'est-à-dire pour ceux qui ne sont pas psychiatres, un diagnostic, donc oui ou non, une rupture brutale ou non, des facteurs déclenchants ou non, une demande d'aide des parents qui prend beaucoup de temps, parce que les parents n'arrivent pas à sortir de leur enfermement et de leur honte. C'est compliqué pour eux, on en parlera. Et ils considèrent que les conduites de retrait sont en rapport avec la montée de l'agressivité envers un parent, une montée d'agressivité qui ne peut pas se dire, car elle est liée à une extrême dépendance. En 1984, Philippe Jamet évoque la psychose blanche, qui était une catégorie qu'on employait à l'époque, qui n'existe pas dans les classifications DSM, etc., et qui est une forme de désinvestissement du monde sans délire. Notre premier patient en 1988, je le raconte parce que c'était quand même une histoire princeps remarquable, un jeune de 18 ans enfermé depuis 2 ans, qui donne des coups de couteau à son père, il est hospitalisé bien sûr. À ce moment-là, on avait le choix, soit neuroleptique et orientation handicap, soit prendre son traitement en main, je dirais, entretien quotidien, psychothérapie institutionnelle, reprise des études, ce qu'on a choisi. Il est devenu assistant des universités, donc avec un simple diagnostic de trouble de personnalité. Et il nous avait dit, plusieurs mois après, j'étais en train de couler, personne ne me venait en aide. Donc cette histoire m'a suffisamment marquée pour orienter mon travail par la suite. Donc en 2005, on crée au CPOA les consultations familles sans patient, c'est-à-dire que des familles sont inquiètes, le patient n'est pas là, évidemment il est enfermé, donc soit on attend que le patient vienne, ce qui est la position médicale classique habituelle, soit on considère qu'il faut entendre le fardeau supporté par la famille. En 2009, la journée claustration, on en a parlé, où on avait vu à la fois les catégories diagnostiques et les réponses de socialisation. Et puis 2013, Maya Fansten et Paris 5, Regard croisé France-Japon, Hervé Benamou, Manuela De Luca, les Hikikomori au Japon, des ressemblances France-Japon, et en France, des travaux épidémiologiques. Et aussi, je dirais, à force d'être en contact avec des familles, ce que j'appelle des consultants qui travaillent silencieusement, comme des contacts qu'on a à Montpellier, Avignon, Lille, Bayonne, etc. Donc en 2019, le journal japonais, le grand quotidien japonais Asahi Shimbun, se préoccupe de hikikomori, un grand souci aussi en Europe, pour dire ça aux familles japonaises, c'était leur but. La journée d'aujourd'hui, sujet encore peu connu des professionnels, mais ce soir sera différent. Les médias sont sollicités, on l'a vu avec Karine Hendricks. Alors la terminologie française comporte beaucoup de noms. Donc claustration, qui est un terme monastique, c'est les moines qui sont cloîtrés. Repli, retrait social, qui est un terme social. Réclusion, qui est un terme carcéral, qu'on emploie beaucoup aujourd'hui. Cette fameuse séquestration par autrui, qui a pour moi l'intérêt d'insister
sur le sentiment qu'a le jeune d'être repoussé de l'extérieur vers l'intérieur, et qui est en lien évidemment avec l'antisocialité. Et puis aujourd'hui, l'introduction très favorablement accueillie du mot hikikomori, qui est très utile pour nous, très utile pour les familles, parce que les familles s'y retrouvent, et nous aussi, beaucoup plus que dans les anciens termes japonais, avec cette étymologie que des Japonais m'ont donnée, mais M. Suzuki me dira, Iki, repoussé de l'extérieur vers l'intérieur, et Komoru, retraite monastique. Alors, si on essaye de faire une évaluation en France, eh ben, c'est difficile, on l'a dit tout à l'heure. D'abord, il faut bien voir qu'on a aujourd'hui un intérêt limité des pouvoirs publics sur le sujet. D'autre part, toutes ces situations sont marquées de la honte du jeune, la honte de son entourage, la honte de ne pas savoir comment dire les choses. Et en même temps que la honte, je dirais d'autres études qui ont tenté d'être faites qui sont dans le romantisme. C'est-à-dire que si on nous demande à chacun d'entre nous qu'est-ce qu'on pense de s'enfermer, on va bien sûr dire « Oh, qu'est-ce que j'aimerais être un ermite, qu'est-ce que j'aimerais me retirer pendant 8 jours, etc. » Maya nous avait dit ça un jour à Paris 5, comme ils ont de la chance de pouvoir s'enfermer. Donc c'est vrai, on le pense tous, mais moi c'est ça que j'appelle un certain romantisme, parce que c'est bien, mais nous ne sommes pas enfermés. Donc c'est ça, à mon avis, qui complique un peu l'évaluation, puisque cette évaluation des gens sympathisants hikikomori a été faite au Japon. Et puis aussi, comme je vous disais, aujourd'hui, on s'intéresse aux personnes plus âgées, mondialement. Ça semble, le projecteur va du côté des plus de 40 ans. Ça n'empêche qu'en France, aujourd'hui, on a quand même quelques chiffres sur ces deux populations que sont les NEET et les décrocheurs scolaires. Alors les NEET, Neither Employment Education Training, est un mot anglais inventé en 1999 en Grande-Bretagne pour décrire les diversités de situations des jeunes de 15 à 29 ans. Le mot japonais, c'est NITO, ça existe au Japon, pris sur NEET. Donc en France, il y a 1 800 000 NEET, 17% de la jeunesse, donc des gens qui n'ont pas d'emploi, pas de stage, pas d'études. 1 800 000, le taux le plus haut de l'Europe, qui sont en inactivité depuis plus d'1 an pour 60%, bénéficiant du soutien de leurs parents, avec un taux d'équipement numérique élevé, 90%, mais sachant que leurs compétences numériques ne sont pas dans le registre professionnel. Ça, tous les articles insistent bien là-dessus, même si les jeunes croient dire qu'ils savent faire Internet, etc. Et parmi ces 1 800 000 de ce rapport remis à Myriam El Khomri en janvier 2017, 460 000 sont considérés comme totalement invisibles. Ils n'apparaissent ni à Pôle emploi, ni mission locale, ni études, ni formation, ni rien. Je pense que parmi ces 460 000, un certain nombre doivent être cloîtrés, reclus. Par ailleurs, les décrocheurs scolaires, Dominique Monchablon est là, les décrocheurs scolaires, donc évalués par le Conseil national d'évaluation du système scolaire, donc 130 à 180 000 jeunes sans diplôme ni formation en fin de scolarisation. Voilà, donc en fait, les NEET, si vous voulez, il y a des auteurs à la fois finlandais, japonais, qui ont travaillé sur la continuité entre les NEET et les hikikomori, en considérant que cela renvoie à des tendances psychologiques d'être NEET avec risque de marginalisation. Donc ils ont même fait une échelle NEET hikikomori risk factor. Alors du coup, on arrive à une sorte de définition quand même du retrait hikikomori aujourd'hui, donc âgé de 14 à 35 ans, parfois étendu à 13 ans, donc le docteur Piotti nous en parlera, ou du côté des adultes émergents, passant la majeure partie de leur temps au domicile, évitant toute participation sociale significative, avec une durée qui est en question, puisque les auteurs japonais parlent de 6 mois, et dans les travaux coréens et chinois, on descend à 3 mois, en considérant que quelqu'un qui est reclus 3 mois, on le retrouvera à 6 mois.
Enfin, c'est du moins la lecture que j'en ai. Donc, il ne voit pas ses amis proches et il n'a pas d'incapacité physique qui justifie l'enfermement. Ce n'est pas comme quand on s'est cassé la cheville. Et pas non plus de pathologie psychiatrique telle une schizophrénie déjà diagnostiquée. L'usage immodéré d'Internet, qui est souvent le point d'appel de l'entourage pour dire il reste toujours sur Internet. Aujourd'hui, on considère que ce n'est pas une cause, mais qu'il y est associé comme une sorte de lutte contre l'ennui, avec une gradation des relations réelles par Internet jusqu'au plus extrême dans la rupture, qui est l'autodidactisme sans aucune recherche relationnelle, même pas de communication avec des gens à l'autre bout du monde par Internet. Alors donc ce phénomène se voit dans le monde entier. Dans quel pays ? Dans de nombreux pays de tous les continents qui ont publié sur le sujet, Japon, Chine, Corée, Taïwan, Thaïlande, États-Unis, mais États-Unis, c'est vrai que je crois qu'ils n'ont publié que sur des cas japonais, je ne crois pas autrement. Canada, Allemagne, Espagne, Finlande, France, Italie, etc., Australie, Nigeria, Ouganda, voilà. Donc c'est un sujet ancien, comme on l'a vu, pour les publications en France, mais qui est réactualisé par les conditions sociétales actuelles. Et ce qui apparaît, c'est que finalement, la définition est plus ou moins floue, et c'est ça qui nous complique un petit peu, notamment au niveau des travaux, quoi. Donc la durée d'enfermement, 3 mois ou 6 mois, selon les pays. L'âge, est-ce que c'est plutôt 15-30 ou bien est-ce qu'on s'intéresse à 40-65 ? Les toxiques, est-ce que c'est avant, pendant, après l'enfermement ? Les parents, alors on trouve tout sur les parents, mais avec des modèles comme ça, le père absent, la mère anxieuse, etc. Bon, des choses que je ne sais pas du tout comment on peut reprendre et utiliser de telles généralités. Le milieu social, on a pu dire marginalisé plutôt, mais aussi socio-culturellement élevé, c'est quand même ce qu'on constate. Les garçons, le fait qu'il y a majorité de garçons, là, il y a un consensus mondial. Et puis, le problème du risque suicidaire qui est peu relevé au Japon et pourtant qu'on a pu rencontrer quand même. Voilà. Donc, en fait, ce que je voudrais dire, et j'essaye de prendre par des tas de moyens, c'est que c'est une énigme au-delà des catégories. Tous les malades psychiatriques ne s'enferment pas, tous les gens qui ont des problèmes avec leurs parents ne s'enferment pas, tous les révoltés ou qui n'arrivent pas à dire leur révolte ne s'enferment pas. C'est une énigme au-delà des catégories. C'est un défi pour la psychiatrie et ses catégories, malgré, j'ai envie de dire, ce qu'elle tente de faire, parce qu'on essaye quand même de faire des choses. La souffrance engendrée se décrit mal à cause de l'absence de consensus, l'absence de diagnostic aisément porté. Ce n'est pas un diagnostic, hikikomori. Je le rappelle, il n'a pas été mis dans le DSM. Et à cause des tâtonnements de prise en charge, les familles qui vont aux urgences, à qui on dit non, il n'a rien, il n'y a pas de diagnostic, vous repartez. Donc c'est une énigme diagnostique, mais je dirais d'abord, est-ce que l'enfermement est la cause ou la conséquence de troubles, sachant que les idées dépressives et même les idées paranoïdes sont décrites dans les situations d'enfermement sociaux, je ne parle pas des hikikomori. Donc comment peut-on différencier le diagnostic ? Les associations de familles japonaises seraient convaincues à 85% de l'existence d'un trouble. Et puis la question c'est, est-ce que médicaliser la prise en charge reste compatible avec un abord et une réflexion sociétale ? Je le pense vraiment. Je pense qu'il faut un abord multiple. L'énigme, elle est aussi thérapeutique, on peut dire dans les failles de la psychiatrie d'aujourd'hui, je le dis comme ça. La place des ONG comme soins communautaires au Japon serait, à mon sens, analogue à l'ancienne ou actuelle psychiatrie de secteur, les foyers, les hôpitaux de jour. J'ai visité une structure la semaine dernière à Tokyo qui ressemble beaucoup aux structures que nous connaissons. On a parlé aussi du modèle finlandais de l'open dialogue
cité par le psychiatre japonais Saito, c'est-à-dire tout le monde se met ensemble et parle. On trouve des exemples très intéressants sur YouTube. Donc la place essentielle du groupe famille professionnelle, et puis donc cet après-midi, la table ronde sur les traitements. Alors, y a-t-il une réponse organique au hikikomori? Il y a beaucoup de recherches sur le sujet. Donc, les troubles organiques et la recherche, Théo et d'autres ont trouvé des marqueurs sanguins, donc avec un cholestérol bas chez la fille, un acide urique bas chez le garçon. Je ne sais pas si ça peut nous faire avancer aussi en raison de leurs troubles alimentaires. Il ne faut pas l'oublier, ils sont enfermés, ils mangent n'importe quoi. Enfin bon, voilà. On a décrit une diminution de l'acide gamma-aminobutyrique. On a parlé de suite d'une tumeur cérébrale de l'enfance, de dysfonctionnement hippocampique. Enfin, disons que tout ça est du registre de la recherche. Au niveau des aspects sociétaux, donc on verra cet après-midi, mais je dirais qu'aujourd'hui, si on considère que l'adolescence est normalement une révolte, donc le problème c'est que le hikikomori ou le jeune reclus n'accède pas à l'adolescence. Monsieur Suzuki a parlé d'une disparition de la jeunesse, donc n'accède pas à cette sorte d'adolescence révoltée. Je dirais, quelle place la société laisse-t-elle aujourd'hui à une révolte des jeunes? Dans la famille moderne, en principe, il y a une tolérance extrême, un refus des conflits. Les institutions scolaires dénient la révolte ou mettent les gens dehors très vite. L'exclusion est très rapide. Dans la vie sociale, un contrôle intensifié. Et alors, ce qu'on rencontre beaucoup, c'est cette révolte virtuelle mondialisée dont nous parlent les jeunes. Donc, ils sont en contact avec le monde entier qui est en révolte. Et donc, ce qu'on appelle aujourd'hui la géopolitique, cette sorte de macroéconomie, macro-politique, qui n'est pas seulement les élections dans un an, seulement c'est fortement lié au complotisme, il faut bien le dire. Donc voilà, pour moi, la révolte passe par cet intérêt mondialisé qui frise parfois le complotisme. Et puis, je ferai aussi une autre remarque sociétale, c'est qu'il me semble quand même qu'aujourd'hui, on en a parlé avec plusieurs personnes, l'errance des jeunes a beaucoup diminué, est en voie de disparition. Ils sont plutôt dans leur chambre retirés qu'en errance, ramassés par la police. Donc le hikikomori est une situation, c'est la formule de Nicolas Tajan que je trouve très bien, concernant surtout le jeune adulte post-adolescent, qui prend place sur un parcours de vie avec d'anciens événements à caractère traumatique pour le jeune, maladie physique, harcèlement. Il y a aussi du côté des parents la maladie ou le deuil d'un parent qu'on retrouve souvent, pas toujours. La question d'un diagnostic s'est posée et maintenant on emploie des termes du genre maladie non encore diagnostiquée ou modern type dépression. Enfin, on emploie d'autres termes pour parler de diagnostic à minima. Mais en fait, n'est-il pas plus intéressant de définir le hikikomori comme une conduite, comme une sorte d'addiction à l'enfermement, avec ou sans diagnostic psychiatrique associé, avec des dimensions de personnalité, une conduite addictive, je dirais involontaire, aussi bien pour le jeune, pour les parents, que bien sûr pour la société, qui tend à se répéter pour le jeune, à s'étendre dans la famille, puisqu'on a décrit au Japon le double hikikomori, c'est-à-dire la famille qui s'enferme par, je ne sais pas comment dire, solidarité, honte, enfin, qui a du mal à garder des liens extérieurs. Donc cette conduite se montre protectrice pendant un temps, mais destructrice rapidement. Donc ça mérite un travail de prévention. C'est une conduite difficile à mobiliser, comme si les jeunes étaient pris dans une gangue et qui ne pouvaient plus bouger du tout, avec l'autodépréciation et la honte qui sont le fil rouge tout le temps. Et cette peur du risque. Alors là, j'ai relevé les 11 items que nous avons pu élaborer à mesure des réunions avec les familles dans toutes les discussions très intéressantes qu'on a. Et c'est donc, en fait, si vous voulez, c'est pas du tout des choses diagnostiques ou des tableaux qu'on va trouver dans le DSM.
Voilà un peu là où nous en sommes de nos réflexions conjointes. Donc ces jeunes présentent de l'anxiété, une très forte empathie, une très forte hypersensibilité, une absence de perception de souffrance, une absence de prise de conscience du mal-être. Ils ont un sentiment d'injustice, ils sont peu violents, peu de repli dans l'imaginaire, donc pas d'idées délirantes ni rien, enfin pas très rarement. Ils ont donc cet intérêt particulier pour la géopolitique. Les sentiments dépressifs, ils ne se reconnaissent jamais comme déprimés, mais si on leur dit la dépression au sens de la triade de Beck, c'est-à-dire vision péjorative du soi, du monde et de l'avenir, qu'est-ce que vous en pensez? Oh ben, ils disent oui, c'est tout à fait ça. Donc c'est bien ce qu'on échange avec les familles. Et puis, une absence totale de souhait de séparation. Donc on ne peut pas dire qu'il y ait eu un heurt avec la famille et qu'ils veulent se séparer. Ce n'est pas vrai du tout, ils ne veulent pas. Et l'attitude vis-à-vis des parents, ben, ça dépend des cas. Voilà. Alors maintenant, on va terminer par des idées de prise en charge, enfin encore une fois, qui vont être développées. Donc il est capital de penser au soulagement de la souffrance de tous. Sortir de l'enfermement peut-être, prendre conscience de l'auto-sabotage du jeune, hein, et non pas penser qu'il a tout compris et qu'il sait tout parce qu'il est sur Internet, et assurer une qualité de vie. La reconnaissance du soin apparaît possible aujourd'hui. La place des familles est centrale. Donc on fait un peu comme ce que nous indiquent les auteurs japonais, recevoir en psychothérapie si le jeune l'accepte, essayer le plus possible d'entrer en contact en allant à domicile, éventuellement hospitaliser dans un but de travail d'apprivoisement et de subjectivation avec notamment le service du docteur Maurras et du docteur Moreno qui peuvent accepter comme ça d'hospitaliser sans médicaments. Je le dis parce que c'est quand même assez remarquable de nos jours. Alors en conclusion, l'enfermement à domicile du jeune est un problème mondial particulièrement visible en France puisque sur un seul guichet d'entrée, 160 lettres de famille France entière sont arrivées, c'est beaucoup en 2 ans. Qu'il soit associé ou non à un diagnostic psychiatrique, c'est une conduite qui tend à se répéter, qui enferme la famille aussi dans une difficulté partagée d'attachement-séparation. C'est un autosabotage plutôt involontaire que choisi. On a fait des études de qualité de vie. Il apparaît que la qualité de vie des patients enfermés est inférieure à la qualité de vie des patients déprimés, qui n'est déjà pas très élevée, comme vous savez. Le maniement Internet n'a rien à voir avec une vie professionnelle et donc l'intérêt pour la géopolitique. Donc, dans la prise en charge, soulager le fardeau parental est un point central pour aider à désenclaver le jeune, aider à sortir de la culpabilité et de la honte, repérer le retour involontaire à des parents de l'enfance. Les parents le disent, ils s'occupent de leur jeune de 22 ans comme s'il avait 8 ans. Prendre conscience de la pression morale interne qu'ils ont eux-mêmes. Il faut dire qu'il doit sortir, il doit travailler, etc., dans une sorte de pression intérieure. Sortir de l'isolement, faire intervenir des tiers, sans attendre un déclic qui n'arrivera pas. Il n'y a pas de déclic, c'est plutôt progressif, avec ce rôle des groupes de parole dont je pense que Monsieur Ponceau va largement en détailler tout à l'heure la question des familles. Et puis, donc, moi, je n'ai pas du tout de désespoir sur la réponse psychiatrique, avec des preuves, comme on l'a dit, dans certains services. Donc, sensibiliser la réponse psychiatrique avec les outils de visite à domicile, de prise en charge dans la communauté, d'hospitalisation sur le mode de la psychothérapie institutionnelle et avec l'idée d'un réseau social multiple. Mais cela prend du temps. Voilà, merci de votre attention.